Bonjour, bonsoir, heureuse de vous savoir à l'écoute. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Madame Patricia Dubé de l'organisme Les Amis du Crépuscule, qui offre du soutien aux personnes endeuillées. Par la suite, j'accueillerai Madame Véronique Dubé, qui nous parlera d'un tout nouvel outil d'information, Info s'il vous plaît, pour la vallée du Richelieu. Et finalement, je recevrai Madame Marie Motte, qui nous parlera des nouveautés chez Meublito. Bienvenue à tous. Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. J'accueille avec grand plaisir Madame Patricia Dubé, qui est nouvellement directrice générale de l'organisme Les Amis du Crépuscule. Merci beaucoup, Madame Dubé, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau. Merci. Félicitations pour votre promotion en même temps. Dites-moi, quelle est la mission même de l'organisme Les Amis du Crépuscule? Bien, les Amis du Crépuscule accompagnent les personnes en fin de vie et leurs familles, accompagnent aussi les personnes endeuillées, plusieurs clientèles aussi, des personnes endeuillées, que ce soit les adultes, les enfants, les adolescents. Donc, on a la mission de faire de l'accompagnement, de la sensibilisation aussi auprès de la population sur ce qui est la fin de vie, le processus de deuil. Donc, on offre des formations de sensibilisation. Oui, vous accompagnez même jusqu'aux soins palliatifs, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. On fait de l'accompagnement en soins palliatifs à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe voilà. Et on fait aussi de l'accompagnement en fin de vie à domicile. À domicile aussi? Oui, à domicile également. Oui. Alors, c'est fait depuis plusieurs années avec les Amis du Crépuscule, puis on souhaite développer davantage ce créneau-là afin de répondre à une demande de plus en plus pour avoir de l'accompagnement à domicile. Oh oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent l'aide médicale à mourir à la maison. Donc, on peut compter sur votre organisme. Mais c'est formidable, ça. Justement, un organisme comme le vôtre repose sur le travail des bénévoles. Mais quelle formation reçoivent-ils parce que ça devient très pointu comme accompagnement? Oui. Bien d'abord, c'est la formation de base qu'on offre au grand public. Donc, les gens vont s'inscrire à notre formation, ont un désir d'en connaître un peu plus sur la fin de vie, l'accompagnement des personnes endeuillées. C'est une formation de 30 heures qui est offerte au coût. Il y a un coût relié à cette formation-là. Par la suite, les gens qui souhaitent devenir bénévoles avec l'organisme peuvent poser leur candidature. Il y a une entrevue de sélection. Mais encore là, ça peut être vous, ça peut être... Ce n'est pas nécessairement des travailleurs sociaux, des gens du milieu de la santé. On a, oui, beaucoup de retraités qui souhaitent donner de leur temps et aider. Mais on a aussi des travailleurs qui sont encore dans le milieu du travail. Qui sont sur le marché du travail? Oui, oui, effectivement. Donc, ils font cette première formation, puis par la suite, nous, on offre des formations supplémentaires. Donc, il y a une formation de 18 heures pour vraiment des techniques d'entrevue, des mises en situation pour que nos bénévoles soient confortables à faire de l'accompagnement. Et comme je disais tantôt, selon la clientèle, bien, il y a différentes formations aussi qui est offerte. Oui, parce que je vois que vous avez vraiment un beau, je veux dire, programme, c'est-à-dire l'accompagnement pour le deuil périnatal. On sous-estime souvent la peine et le deuil de perdre un enfant à naître ou d'un grand prématuré. Oui, effectivement. Le deuil périnatal est maintenant reconnu comme un deuil. Que ce soit, comme vous dites, une interruption de grossesse, la mort d'un bébé, un nouveau-né. Et puis, ça touche tout le monde. Ça touche, oui, les parents qu'on accompagne, mais ça peut toucher aussi les grands-parents, les frères et sœurs. Donc, on offre l'accompagnement pour l'entourage aussi. C'est un accompagnement qui est fait sous une forme différente. C'est un accompagnement individuel sous des thèmes. Donc, individuel, c'est pas un... D'accord, ça, c'est important de le dire. Exactement. Donc, c'est sous des thèmes. Donc, c'est pas un nombre de rencontres défini. C'est vraiment
selon la progression de la personne, puis ce qu'elle vit. Vous avez aussi un volet destiné aux jeunes et adolescents. Je trouve ça tellement important d'accompagner, parce que souvent, ça arrive dans un âge critique, là. L'adolescence peut très bien se passer ou mal se passer selon comment a été prise en charge le deuil. Effectivement, c'est deux clientèles complètement différentes qui ont besoin d'être accompagnées. On est chanceux parce que l'organisme a développé une belle expertise et puis a une crédibilité aussi auprès des enseignants, par exemple, qui vont référer nos accompagnements. Donc, à ce moment-là, on fait de l'accompagnement pour les enfants en groupe. C'est important pour les enfants de voir qu'ils ne sont pas seuls à vivre quelque chose comme ça. Je trouve ça formidable. Il faut insister sur ça. Et puis, pour les adolescents, bien, c'est différent. Pour eux, c'est individuel. Ils ont besoin de trouver leur route, puis de pouvoir démystifier qu'est-ce qu'ils vivent, puis tout ça. Donc, c'est des approches différentes selon la clientèle. C'est intéressant. Donc, on retient pour les enfants, c'est de quel âge à quel âge? Donc, de 6 ans à 12 ans. 12 ans. Puis, on dit les adolescents. C'est en groupe. En groupe, oui, voilà. C'est ça, en groupe, 6 à 12 ans. 12 ans à 21 ans, peut-être. Adolescent, jeune adulte, on va avec la même approche. À ce moment-là, c'est en individuel. Ah, c'est extraordinaire. Et vous parlez aussi des soins palliatifs à l'hôpital. En fait, ça se trouve à être à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe. C'est ça? Oui, donc il y a 12 lits aux soins palliatifs. Ah, oui. Et on a actuellement environ 17-18 bénévoles qui se rendent sur place selon leur plage horaire et qui vont faire de l'accompagnement, donc auprès des personnes en fin de vie, leurs familles aussi, qui sont présentes auprès d'eux. Donc, c'est un volet très important d'être à l'écoute de ces personnes. C'est la base de notre accompagnement, le respect, la bienveillance. La bienveillance. Et l'écoute. Oui. Donc, d'être présent pour eux. Parce que ça reste une clientèle vulnérable, en quelque sorte. Les émotions sont à fleur de peau, hein. Donc, mon Dieu, mais c'est un organisme extraordinaire. Vous avez combien de bénévoles maintenant? Actuellement, on a une 60aine de bénévoles actifs auprès de l'organisme. Donc, c'est très précieux. Puis d'ailleurs, on les remercie parce que sans eux, on ne pourrait pas aller de l'avant avec notre mission. Donc, c'est grâce à nos bénévoles. Mon Dieu. Donc, les Amis du Crépuscule, ça a été fondé, vous dites, en 1993. C'est quand même une belle longévité, si je peux dire. Oui, effectivement. On a fêté les 30 ans de l'organisme ça a été fondé avec Sylvie Bessette, Denise Laberge et François Lortie, qui étaient tous les trois infirmiers et qui ont vu le besoin d'avoir de l'accompagnement au départ pour les soins palliatifs. Et puis, ils ont développé aussi l'accompagnement des personnes endeuillées. Donc maintenant, ça fait un beau 30 ans que l'organisme existe, puis qui est partagé là, à travers la région. Et donc, on rappelle que vous êtes situé à Saint-Hyacinthe. Exact. Mais c'est toute la vallée du Richelieu qui peut bénéficier finalement de vos services. Absolument. Oui, tous les détails se retrouvent sur notre site Internet également. Que nous allons mettre à l'écran. C'était extrêmement intéressant. Merci de tout cœur et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, merci. C'était gentil de vous. Bien, merci de nous recevoir. C'est très précieux. Parfait. À très bientôt. Merci. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel, je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget, réel, crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. J'accueille à présent Madame Véronique Gay, qui est la directrice générale de la Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu. Merci beaucoup, Madame Gay, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me laisser le temps. Oui, bienvenue sur le plateau. Écoutez,
La Corporation de développement communautaire de la vallée du Richelieu, souvent connue sous l'acronyme CDC, fait maintenant partie du regroupement de développement social de la vallée. Quel est cet organisme? Bien, en fait, c'est un regroupement, c'est plus une instance de concertation où est-ce il y a plusieurs partenaires multisectoriels, multiréseaux. Il y a autant des élus, des représentants des institutions, le milieu communautaire qui est représenté à travers cette instance-là. C'est une instance aussi qui est financée en partie par nous, la CDC, la MRC et ainsi la Fondation Lucie André Chagnon. Donc, c'est un regroupement qui existe depuis quelques années, mais qu'on essaie de dynamiser un petit peu plus, puis qu'on essaie de faire connaître aux citoyens. Et c'est quand même intéressant que la Fondation Lucie et André Chagnon soient engagés. Ils ont une mission... Bien, ils veulent encourager les réseaux pour développer le côté développement social. On investit beaucoup dans le développement économique, mais on parle très peu de développement social. Développement social, c'est un peu la capacité d'agir individuellement puis collectivement d'une communauté. C'est d'essayer d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Donc, on peut parler de culture, on peut parler d'environnement, on peut parler de la santé. Donc, c'est pour ça que je dis multi-réseau et intersectoriel, parce que ça touche plusieurs volets de la vie d'un citoyen. Et c'est un éventail assez large. Assez large. Absolument. Quelles sont les actions concrètes que pose ce regroupement? Bien, c'est sûr que cette instance-là, nous, on a comme objectif d'établir des nouvelles pratiques. C'est un espace de réflexion, de développer des outils qui peuvent aider le citoyen. C'est un espace d'apprentissage. Si on manque d'expertise dans notre territoire, bien, on est là aussi pour aller chercher les experts, pour travailler sur des enjeux transversaux qui touchent un peu tout le monde. Donc, côté concret, en fait, c'est d'élargir la mobilisation. On veut consolider une équipe d'agents de développement qui veulent travailler exclusivement au développement social. On bâtit des chantiers, comme on a actuellement le chantier pour la crise du logement sur lequel on travaille. Puis on a un chantier sur le soutien civique, qu'on a mis en place un outil de communication qui est info-s'il-vous-plaît.ca, qu'on est en train de développer pour le citoyen. C'est tellement important, cet outil de communication. Ce sera un lieu où on pourra retrouver, sous la même enseigne, en quelque sorte, c'est un bottin de ressources, là, finalement. Oui. En fait, c'est l'outil qui rejoint le grand public. C'est un outil, c'est un répertoire. En fait, on essayait de faire mieux connaître les organismes communautaires. On a vu avec une étude qu'on a faite durant la pandémie qu'il y avait une méconnaissance du grand public des organismes, des ressources accessibles sur notre territoire. Donc, on a fait cette refonte-là de ce site-là pour l'améliorer. On est allé élargir aussi les organismes qui n'ont pas pignon sur rue, mais qui sont mettons à Saint-Hyacinthe, mais qui nous desservent aussi dans la vallée. Fait qu'on a élargi un peu le répertoire. Puis en même temps, ça nous aidait de contourner la lacune qu'on n'avait pas de 2 à 1 sur notre territoire. À Montréal, on peut faire le 2 à 1, on peut demander les coordonnées d'un organisme. Nous, ici, on n'est pas desservis par ce service-là. Donc, on est allé chercher... On a développé notre propre outil, en fait, pour la région. Il y a le député Simon Jolin-Barrette qui est comme impliqué, son bureau de circonscription. À chaque année, il fait la distribution d'un bottin papier qui nous donne à chaque année. Donc, on a arrimé le bottin papier avec le répertoire d'infos, s'il vous plaît. Donc, ce que vous retrouvez dans votre bottin papier, vous pouvez l'avoir en ligne maintenant. Vous me disiez lors d'un entretien que ça servirait aussi en quelque sorte de registre, là, parce qu'on n'a pas d'archives quelque part. Exact. Bien, pour le développement social, le regroupement, en fait,
Ça fait quelques années qu'on fait cette concertation-là, mais on n'a pas de mémoire collective. Tu sais, on n'a pas d'espace pour garder toutes les démarches qui ont été faites. Donc ça, c'est comme le deuxième volet que peut-être le citoyen verra moins parce que c'est plus pour les partenaires du regroupement. Par contre, dans la prochaine année, on va travailler sur l'outil qui est plus de consultation citoyenne, de participation citoyenne. Donc ça, c'est le mandat là, pour faire évoluer cet outil-là pour la prochaine année. Vous me disiez, comme on a eu un entretien, que la pandémie a été assez révélatrice sur les besoins particuliers. Ça l'a amené aussi même une question de santé mentale, même à certains, du moins de l'insécurité. Et puis, vous me parliez donc de la crise du logement. Et de quelle manière? Est-ce que vous allez être seulement observateur ou si vous avez des moyens d'action? On a des moyens d'action. C'est sûr que la pandémie a accéléré des enjeux qui étaient déjà présents avant, mais ça l'a accéléré. On parle de la crise du logement, sécurité alimentaire, le transport collectif. C'est tous des enjeux transversaux que le regroupement de développement social sur lesquels veut travailler. Il y a la transition écologique aussi, changement climatique, c'est des enjeux qui nous touchent aussi. Pour donner un exemple de chantier pour le logement, bien, on a travaillé beaucoup avec les élus. Actuellement, on n'avait pas d'organisme qui faisait d'habitation. On voulait faire du démarchage pour les approcher, mais qu'est-ce que les municipalités peuvent faire pour aider à la construction de logements sociaux et abordables? Donc, cette année, on s'est beaucoup plus concentré avec les élus pour leur donner les outils pour aider ces organismes-là. S'ils se présentent sur notre territoire, bien, maintenant, les élus savent un peu mieux quoi faire et comment accompagner ces organismes. Ils ont pu l'excuse de dire « on ne le savait pas ». Donc, on est allé chercher l'expertise à l'extérieur. On est allé chercher des experts, une urbaniste qui est venue travailler avec nous. Donc, on a développé des outils pour nos élus. Fait que c'est un genre d'initiative aussi qu'on peut faire. C'est pas seulement aux organismes communautaires, mais c'est bon pour... Initiative citoyenne, en Exactement, quelque sorte. exactement. C'est formidable. Il était temps que tout le monde se parle puis s'assoie à la même table, comme on dit. Bien, les enjeux comme la crise climatique, ça touche tout le monde. Donc, c'est pas juste le devoir des municipalités, mais c'est le devoir de tous. Donc, c'est où est-ce qu'on peut en parler? Bien, c'est une des instances qu'on a puis que la Fondation Chagnon nous permet d'avoir. C'était extrêmement intéressant et dynamique. C'est porteur d'espoir. Merci de tout cœur pour cet entretien. Ça me fait plaisir. Oui, merci. Portez-vous bien. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel, je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. J'ai le plaisir de m'entretenir maintenant avec Madame Marie Motte, qui est directrice générale de Meubles et Tout. Merci beaucoup, Madame Motte, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Écoutez, Meubles et Tout existe depuis 24 ans. C'est une belle entreprise du territoire qui, en effet, beaucoup évolué dans les dernières années et qui, aujourd'hui, a vraiment sa place dans la communauté et qui continue toujours à se développer. Oui. On parle de Meubles et Tout, on parle d'entrepreneuriat social, mais ce n'est pas exclu c'est un organisme à but non lucratif, mais vous devez générer des profits quand même. Exactement. C'est très important de faire la part des choses. On est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas là à rechercher des bénéfices, mais c'est que ces bénéfices-là doivent être réinvestis dans notre entreprise. Donc, ils sont réinvestis aussi bien pour le personnel, donc on entend les salaires, les conditions de travail, aussi bien dans le magasin, parce qu'on a des nouveaux racks, la peinture, enfin
des petits travaux dans le magasin ou dans l'entrepôt, mais également sur tout ce qui est volet communication, publicité, qui n'est vraiment pas négligeable. Absolument. On retrouve presque de tout, hein? Chez Meubles et Tout. On croit que c'est juste, mais il y a des articles de décoration et tout. Qu'est-ce que vous acceptez chez Meubles et Tout? Mais en fait, on a envie de dire de tout pour la maison ou pour le jardin, donc aussi bien du mobilier que des électroménagers, les petits articles électriques, les livres, les jouets, du linge de maison, tout ce qui est en fait en bon état. Si je peux juste préciser, au niveau des meubles, hormis les gros mobiliers qui aujourd'hui ne sont tout simplement plus demandés par notre clientèle, puisque les gens ont tendance à aller dans des plus petits logements et le goût du jour, ça va sur des plus petits meubles. Vous acceptez des matelas, mais il y a une question d'hygiène là, dans tout ça. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Alors, comme je disais, on demande toujours des choses en bon état. Pour les matelas, on a une exigence vraiment... Là, il faut vraiment que ce soit irréprochable, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens qu'il n'y ait vraiment aucune odeur, aucune cerne, aucune tache. Et puis un confort quand même qui se doit. Donc un matelas qui a des décennies, ça ne marche pas. Nous, on a des livreurs qui sont quand même spécialistes là-dedans et puis qui ne prendront aucun risque à prendre des matelas qui ont le moindre doute. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement demandé par notre clientèle. Ah oui? Oui, les matelas, oui. Oh, oui. Je suis étonnée, vous m'apprenez quelque chose. Vous récupérez les électroménagers. Oui. Il y a quand même des normes, les halocarbures et tout ça. Dites-moi, comment vous récupérez? Alors, en fait, il y a deux volets. Donc, encore une fois, les électroménagers qui sont en bon état de fonctionnement, qui peuvent être revendus, réutilisés auprès de notre clientèle. On va nous les récupérer, les tester et les remettre à la vente. Mais il y a tous ce qu'on appelle les appareils avec halocarbures. C'est les appareils réfrigérants qui sont non fonctionnels. Donc là, c'est une entente que nous avons avec la MRC, la Vallée du Richelieu, qui dépend en fait d'une réglementation gouvernementale qu'on doit faire très attention à la récupération de ces appareils parce qu'ils sont très nocifs pour notre environnement. Donc nous, sous réservation, sous rendez-vous, on va aller chercher chez les personnes les appareils qui ne fonctionnent plus et les ramener à l'éco-centre. Donc c'est juste, on va les chercher, on les ramène à l'éco-centre. Ils ne passent pas à moins qu'une personne dise il peut encore être vendu. Là, il va passer dans ce qu'on appelle le réemploi, donc testé et remis sur le plancher. Mais s'il y a le moindre doute, il est envoyé à l'éco-centre. C'est vraiment intéressant. Cette notion de dire on donne une seconde vie, c'est tellement important. Il faut que ça fasse partie de nos habitudes. Et comment vous dites que vous venez cueillir les meubles chez les gens? Donc, on n'a pas à se préoccuper du transport, mais c'est formidable. C'est un service que nous offrons, en effet, c'est un service gratuit où on va demander simplement aux gens de nous envoyer des photos de leur mobilier pour qu'on ait une présélection en voyant si c'est du mobilier qu'on est capable de vendre en magasin. Et une fois que cette sélection-là est faite, on va convenir d'une date où 2 personnes de chez nous vont aller récupérer dans le domicile, ou si les gens peuvent mettre dans leur garage, c'est l'idéal, mais on va récupérer le mobilier qui sera quand même vérifié une fois sur place pour le ramener en magasin. Et parce que là, on voit beaucoup de gens, chez nous, il y a l'expression « casser maison », donc on se dit, et souvent, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ont été accumulées au fil je dirais même des décennies, donc il y a possibilité de donner une deuxième vie à ces meubles-là. Mais tout à fait. Puis on va aussi rendre service parfois aux personnes ou aux enfants ou aux amis qui n'ont pas forcément les moyens de les revendre ou tout simplement de récupérer parce qu'on ne récupère pas plusieurs buffets pour les mettre chez soi. Donc, c'est plutôt que d'envoyer à l'éco-centre ou tout simplement de les jeter, de faire le service des encombrants ou de payer un prestataire qui va facturer souvent assez cher d'ailleurs ces cueillettes, ils vont passer chez nous et puis on va réemployer, réutiliser ce mobilier-là. Donc,
tant mieux. Tout le monde y retrouve son Tout le compte. monde, oui, parce que on peut trouver des choses très jolies chez Meublitou et fonctionnelles. Et souvent, il arrive, bon, on a des nouveaux immigrants, bon, il y a des crises de logement, il y a tout. Des fois, il faut revenir dans plus petit. Donc, chez Meublitou, on peut trouver des choses vraiment intéressantes. Et vous avez mentionné une chose qui me touche à cœur. Il y a des livres pour enfants. Oui. C'est extraordinaire, ça. Vraiment, on amène la lecture à la maison et c'est vraiment bien. On dit que la cueillette est gratuite, mais j'aimerais dire les valeurs qui sous-tendent Meublitou. On parle de donner une seconde vie, l'économie circulaire. J'aimerais vous entendre sur ça. Mais voilà. En fait, chez Meublitou, nos valeurs, c'est aussi une valeur environnementale. Voilà. Donc, notre part, c'est justement de diminuer les sites d'enfouissement. Donc, tout ce qui peut être récupéré et être réutilisé, d'un livre pour enfants jusqu'à un frigo, jusqu'à une lampe ou un buffet, mais à partir du moment où on peut éviter qu'il soit à l'enfouissement, tant mieux. Et puis, il y aura toujours quelqu'un, monsieur et madame tout le monde, qui va y trouver son compte. Soit quelqu'un qui va tout simplement le restaurer. Il y a des gens qui font ça. Absolument, Soit oui. des gens, comme vous disiez, des immigrants ou quelqu'un qui a eu un problème dans sa vie, Oui, peu importe ce qui s'est passé. Un pépin, comme on dit. Un jeune couple qui s'installe. Oui. Moi, je vois souvent, il y a des parents qui viennent puis qui disent moi, je t'offre le mobilier de chambre. Ça peut être des cadeaux qu'on va faire à quelqu'un qui. Voilà, une séparation, ou peu importe. Il y a toutes sortes Il y a de raisons. toutes sortes. Et puis, notre objectif, c'est aussi d'avoir un panel de mobilier assez large. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une causeuse peut-être à 50 ou 60 $, mais on peut avoir très bien une causeuse qui était à 250 $. Et puis là, il n'y a pas de gêne à avoir. C'est-à-dire qu'à un moment, fonction de l'état, de la matière. Est-ce qu'on est sur du cuir? Est-ce qu'on est sur un tissu? Est-ce qu'on est sur quelque chose d'un peu plus vieillissant ou d'un peu plus moderne? On va aussi adapter notre prix, mais ce qu'on veut toujours, c'est que quelqu'un puisse y trouver son compte. Donc, va tout dépendre un peu des porte-monnaies de chacun, mais on peut, franchement, pour 700 ou 800 $ arriver à équiper une maison. Sur des produits essentiels. On parle d'une table, on parle d'un lit, on parle d'un divan, on parle d'une commode de chambre, des 4 électros, 700, 800 $. Vous allez y arriver. Mais c'est formidable. Donc, on invite la population à aller magasiner chez Meublitou. Merci grandement de cet entretien. Merci beaucoup. Portez-vous bien, madame. Merci. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel, je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement. Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt. Merci d'avoir été à l'écoute et j'espère que l'émission vous a plu et qu'elle vous a été utile. La récupération est au cœur de nos nouvelles habitudes de vie. Je vous invite à fréquenter des commerces comme Meublitou qui donnent une seconde vie à des biens de tout genre, meubles, électroménagers et accessoires de décoration. Et n'oubliez pas sa friperie, les fringues. On y trouve de tout et à très bon prix. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Dans